Bonjour à tous sur le plateau TV africain. Je suis Wayene Céline pour l'émission Sur le bien-être. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter sur le sujet le commerce équitable avec deux invités de marque, Monsieur Vanov Jean-Paul et Monsieur Yonga Théophile. Donc, je me tourne justement sur Monsieur Vanov. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes C'est toujours en chaud forme. ici, c'est bien. Bravo, bravo. Moi, Alors, est-ce que je peux vous présenter? oui. Bon, je m'appelle Jean-Paul Vanlove. Je crois que c'est marqué sur le générique, mais bon, je répète. Je suis président actuel, parce que ça change souvent, président d'une association d'artisans du monde. Cette association, elle est née il y a 50 ans. Oui. Et là, on va fêter les 50 ans. Donc, je vais essayer d'en parler de ces 50 ans et de l'évolution du commerce équitable et de justifier notre approche actuelle. Oui. Donc, Monsieur Vanov, Jean-Paul, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre titre, votre responsabilité en fait, qu'est-ce que c'est? Que c'est un mouvement? C'est une association? C'est une association, au départ, c'était l'association parisienne qui a commencé il y a 50 ans, et c'est devenu un vaste mouvement. Il y a une centaine de boutiques, et peut-être plus d'associations qui se revendiquent d'artisans du monde, de part en France. Oui. On est bien à l'origine du commerce équitable en France, mais ça a pris de l'ampleur, puisque actuellement, il y a beaucoup d'autres associations. La plus connue, c'est Max Havelaar, etc. Enfin, Oui. et c'est, disons, c'est un acteur économique maintenant, le commerce équitable, puisque on estime à peu près que ça correspond à 2 milliards de chiffre d'affaires, le commerce équitable en France. Voilà, donc ça, on peut dire que c'est devenu un acteur économique. Mais Artisans du Monde Paris, qui était effectivement pionnier dans cette affaire, avait une logique des petits producteurs. Tout ça, ça a évolué. Mais je pense qu'à notre époque, il y a plusieurs avancées qui sont faites. Au départ, c'était hongrois d'une façon de faire plus intelligemment de l'aide au développement, plutôt que d'envoyer de l'argent. On dit à des gens, vous faites un travail, on va vous acheter vos produits à juste prix, et puis ça permet plus facilement l'autodéveloppement. Disons, c'était un progrès par rapport aux subventions dans le Sud. Mais c'était dans une logique de développement des pays. Puis, il y a 25 ans, on pourra dire ça pour simplifier, est apparu toutes ces considérations sur le développement durable. Donc on a considéré que le commerce équitable était un outil idéal pour lorsqu'on était dans le domaine de l'économie. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que en fait, ça justement, ça crée ce mouvement-là auparavant, Au qui a départ, fait qu'il y a eu un mécontentement, ou qu'est-ce qu'il y a eu comme... On sortait un peu de la dernière guerre. Il y avait eu la conférence de Bandung. Un certain nombre de gens dans les pays du Nord avaient considéré que le commerce, tel qu'il est présenté, et qui est toujours d'ailleurs, c'était plus une logique de rapport de force, une espèce de guerre sans armes, mais avec la faim derrière quand même, des résultats très négatifs pour les populations du Sud, qui avaient pris un retard économique de l'époque des colonisations. Et quelque part, le commerce se faisait au profit des pays du Nord. On dira l'Occident maintenant. Et donc ça paraissait injuste à un certain nombre de gens. Même les institutions d'ailleurs reconnaissaient que les pays développés devaient compenser, devaient aider les pays du Sud. Ça faisait partie de la doxa. Simplement, le mouvement est né de cette idée que l'aide au développement en envoyé de subventions avait un certain nombre de défauts, pas forcément de la corruption, mais simplement la non-durabilité, on dira. Oui, parce qu'envoyer de l'argent, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, ça n'aide pas forcément au développement, ça poussait à la consommation, ça pouvait même pousser, on le comprend maintenant, à la dépendance, donc ce qui était en fait le contraire de ce qu'on voulait. Bon, mais de toute façon, le mouvement a bien pris, les gens ont bien compris qu'il y avait un progrès dans cette affaire-là. Ça veut dire que c'est l'idée du commerce équitable, de dire du commerce plutôt que de l'aide, c'est développé. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est devenu maintenant un acteur économique. Bon, certes petit par rapport au commerce, dans le commerce international, mais il y a déjà une
Et même d'ailleurs, on fait du commerce équitable franco-français maintenant. On s'est aperçu que finalement, ce n'était pas seulement valable pour le rapport nord-sud, hein, Oui. mais certaines régions, on pouvait penser le commerce autrement, on en parlera tout à l'heure, cette définition ou cette évolution de l'esprit sur le commerce équitable, et peut-être, comme je dis, il y a 25 ans, à peu près, les idées on est doucement, hein, c'était un outil pour mettre en œuvre les idées du développement durable dans le cadre de l'économie au niveau des citoyens. Pas la grande industrie. Il y a un proverbe aussi dont vous en parlez, c'est que tu peux faire pour moi sans moi. Alors, je vais en parler un peu tout à l'heure parce que l'évolution, en particulier d'Artisans du Monde Paris, hein, mais on espère bien que tout le mouvement suivra, on s'est aperçu que d'aider les gens sans qu'ils soient eux-mêmes moteurs dans cette affaire, ça conduit à des dérives des fois. Ça peut conduire à des dérives. Un déséquilibre, oui. Des équilibres. Alors, on sait effectivement que ce slogan, une façon de résumer les choses, hein, de dire si tu fais sans moi pour moi, ou tu fais pour moi sans moi, il est possible que tu le fasses contre moi sans forcément le vouloir. C'est simplement parce qu'il y a une certaine naïveté dans les rapports, et puis on n'est pas toujours dans les mêmes cultures. Exactement. Voilà. Et le commerce équitable, je finirai peut-être tout à l'heure pour ça, parce que pour moi, à la limite, c'est un acteur économique, mais c'est aussi un acteur de faire travailler des gens de cultures différentes. Et donc, on a besoin en ce moment peut-être de renouer les liens entre des gens au niveau international de cultures différentes, mais dans une relation, disons, égalitaire. Et le commerce équitable est tout à fait l'outil indiqué à la fois pour rétablir des équilibres, pour aider au développement, mais aussi pour renouer un dialogue nord-sud qui, quelque part, semble un peu absent en ce moment. Mais qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Alors, on peut montrer que le commerce équitable, je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 ans après, entre 0 € de chiffre d'affaires, maintenant c'est 2 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est très marginal par rapport à l'ensemble du commerce équitable. C'est pas là où l'on voit l'importance du commerce équitable. Effectivement, le volume des marchandises échangées fait qu'on a ce chiffre-là. Mais surtout, c'est que c'est une façon d'approcher la société différemment. Le commerce tel qu'il est, on pourrait partir depuis longtemps. Avant, il y avait des échanges directs entre des personnes. Et petit à petit, ces échanges, surtout, je vais faire une petite pièce de théâtre, quand même pour expliquer simplement comment la naissance du commerce mondial, ça a commencé entre les villes et les campagnes. Et à un moment donné, les campagnes étaient suffisamment éloignées des villes pour que arrive une nouvelle catégorie d'acteurs qu'on appelle les commerçants. Et les commerçants, très rapidement, avaient un avantage qu'on dit en économie sur l'information déséquilibrée. Et de cette information déséquilibrée, entre les paysans et les consommateurs, ils pouvaient faire baisser les prix à la production et augmenter les prix à la consommation. Si bien qu'on peut dire que c'est une catégorie d'acteurs qui s'est enrichie, et dans l'histoire, si l'on voit l'accumulation des capitaux, c'est fait un peu à travers ça. Et en particulier, si on voit Venise, toutes ces villes commerçantes, ont été les villes riches, c'est là où se concentrait le capital. Ceci dit, tant que l'espace économique était en expansion, on peut parler de ça sur le plan moral, mais sur le plan d'efficacité, ce marché libre sans contrainte a aussi des avantages. Chaque acteur se met à faire des choses. Ceci dit, on arrive dans une époque où les ressources sont limitées. C'est le changement fondamental dans la société, ça. Et donc, tout le monde sait bien qu'on va vers des catastrophes, parce que dans un système concurrentiel, si vous abaissez un peu vos marges, vous adaptez un peu dans l'intérêt général, finalement, rien ne se fait. C'est votre concurrent qui vous prend votre marché. Mais qu'est-ce qui fait, justement, pour rien. Qu'est-ce qui fait que justement, pour sensibiliser justement les personnes qui profitent un peu sur... Alors, il n'y a pas de gens qui sont méchants et bons. Je pars en dehors de la morale. Je dis simplement,
il y a des gens qui ont un avantage compétitif et c'est difficile de leur reprocher. Par contre, le commerce tel qu'il est, alors à l'intérieur des espaces nationaux, il y a une régulation qui se fait par les syndicats, par les lois, par le système démocratique. On peut dire que ça ne se passe pas très bien, mais c'est pas catastrophique. Alors qu'au niveau mondial, il n'y a rien. Il n'y a pas Est-ce qu'il y a une charte qui a été créée où ça va se faire? Il y a des outils qui devraient normalement fonctionner, qui sont sur le commerce. Mais en gros, pour l'instant, le commerce mondial, c'est un peu quand même la loi de la jungle, dans le cas, celui qui a les outils les plus puissants, qui a les outils, qui a des monopoles, qui a tout ça, profite un peu de la situation. Le commerce est déséquilibré. Pour donner un exemple, le thé, on voit bien, chacun doit pouvoir. Celui qui fait les 3/4 du travail, c'est celui qui plante le thé et qui le récolte. 3/4 du travail. Dans un sachet de thé, on pourrait dire, les 3/4 du prix du sachet de thé devraient revenir à ce producteur, mais ce n'est pas le cas. Celui qui touche vraiment de l'argent, alors c'est peut-être le commerçant final, mais il fait un gros travail, c'est pas de lui que je parle. Mais par contre, dans la bourse de Londres, je crois que c'est la bourse de Londres, il y a des profits importants, alors que quelque part, c'est des secondes de travail qui permettent d'engranger ces bénéfices. C'est bien que quelque part, on a un déséquilibre qui s'agrandit. Je pense que tout le monde a conscience de ça. Tout le monde a conscience que cette espèce de commerce sans conscience amène l'économie à des excès. Elle ne sait pas réguler. Par exemple, les intérêts sur l'écologie, le climat et tout ça, qui sont très... Alors il y a des conférences internationales, mais le gros des affaires continue à lancer. Je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme de la concurrence, quand quelque part vous commencez à penser intérêt général de vous-même, qu'il n'y a pas de... Dans une nation, ça se fait, puisqu'il y a des États, des administrations, des régulations, des syndicats. Mais au niveau international, il n'y a pas cette régulation. Si bien que si vous faites un effort vers l'intérêt général, en fait, votre concurrent vous prend votre marché, et puis ça se termine. Après, c'est bien que tous les acteurs comprennent ça, et ils ne savent pas faire. Ils attendent que l'autre se jette avant eux. Et on sait tous qu'on va vers des catastrophes assez importantes. Je ne parle pas que du climat, je parle des tensions nord-sud, etc. Donc, quelque part, le commerce équitable, là je parle en tant qu'outil à la disposition des citoyens, et pourquoi pas des organisations, c'est un outil qui permet de faire penser le commerce autrement. C'est Philippe Frémaux qui m'avait un jour dit ça, il avait voulu résumer un peu. Il m'a dit, en fait, c'est la conscience que nous pouvons avoir de nous faisons partie de la même société, à l'échelle internationale. Faire partie de la même société, c'est dire, je dois penser à ton intérêt aussi quand j'ai une transaction. Je n'ai pas, chacun se débrouille dans son coin. Je n'ai pas un problème de rapport de force. Je sais très bien que quelque part, si je descends dans un rapport de force, bien sûr, les écarts vont s'agrandir jusqu'à exploser et devenir incontrôlables. Et puis aussi pour le climat, on sait bien que c'est pas... Donc le commerce équitable, fondamentalement, c'est l'idée, je fais un travail avec quelqu'un, je dois penser aussi que son intérêt est au mien et à l'intérêt général. Je crois que le commerce équitable, au-delà des définitions d'aide au développement, juste, c'est là. Du coup, derrière, il y a un certain nombre d'outils qui sont la notion de juste prix, la notion de payer des fois en avance quand on a des capitaux, etc. Ça, c'est des détails techniques. Et l'idée générale, c'est vraiment ce qui sort de l'idée qu'avait défendue Philippe Frémaux, c'est nous faisons partie de la même société, sinon ça ne va pas très bien aller pour nous, ensemble. Et donc, on doit faire avec, et on va peut-être y arriver. D'accord. Donc, le concept, justement, de travailler ensemble en solidarité et de travailler, justement, à faire connaître les produits locaux, les artisans de paix. Donc comme là, vous avez dit, justement, c'est 50 ans de l'anniversaire du commerce équitable. Donc, qu'est-ce que vous allez... est-ce qu'il y aura des événements? Alors, il y a un événement. Merci de me laisser la parole pour en profiter. Et j'espère que j'invite tout le monde, là. D'ailleurs, il y a l'affiche qui arrive. C'est à la mairie du 10e. Il y a deux petits événements qui se suivent. Un premier événement où des petits producteurs
essaient de présenter. Alors, c'est des petits producteurs qui sont tellement petits qu'ils n'accèdent pas encore au label. Et, le commerce équitable, au départ, et je crois que c'est important, s'adresse d'abord aux petits producteurs. C'est vrai que, bien sûr, après, quand ça grandit, on est bien content. Oui. Mais c'est là où l'efficacité est la plus grande. Donc, il faut faire attention aux petits producteurs actuels, qui, à l'époque, étaient petits producteurs, mais maintenant, ils ne sont plus tout à fait aussi petits que ça. Donc, l'idée, c'est que des petits producteurs, des gens qui sont en train de s'y mettre maintenant, artisans du monde, les aident à évoluer vers le commerce équitable et, pourquoi pas, d'aller jusqu'à la certification, enfin, les labellisations qui leur permettent d'accéder avec le qualificatif commerce équitable sur le marché français. Ceci dit, la démarche, nous, c'est plutôt dans une démarche continue, c'est ce progrès continu des gens vers la prise en compte d'un certain nombre de données qui font que on aide beaucoup plus à ça. J'ai juste un exemple, je vais le donner bien concret. À une époque, ça fait 20 ans, mais j'avais suivi ça. C'était l'histoire du poulet congelé. L'Europe déversait au Cameroun du poulet congelé. Alors c'était une catastrophe sur le plan de l'hygiène, parce que y a des coins où la conservation à la chaîne du froid, c'est mauvais. Alors on faisait un poulet qui était beaucoup moins cher que ce que faisaient les fermiers du coin. Du coup, on a cassé. Est-ce que les poulets de France, on l'envoyait au Cameroun. Du coup, on a cassé les filières avicoles, on a mené à la ruine des petits paysans du Cameroun en leur envoyant des poulets congelés parce que on cassait un peu le marché. Vous voyez qu'il faut être prudent quand on travaille avec quelqu'un, on peut faire du mal même sans le vouloir. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Du coup, et c'était... Voilà, tout le monde avait conscience que c'était une catastrophe. Et bien, le fait qu'il y ait une opinion française qui travaille sur ces questions-là, je donne juste un exemple de l'usage de ça. On a travaillé sur ça. Alors, on ne l'appelait pas forcément commerce équitable, mais c'est dans l'idée. On a travaillé sur ces questions-là. Et bien, le président de l'époque, qui est toujours le même, hein, ça en autre débat, j'imagine, mais le président de l'époque s'est permis d'arrêter l'importation des poulets congelés sans que l'OMC ait quelque chose à dire. Parce qu'elle pouvait très bien dire, vous voyez, nous avons des règles, procès, etc. Est-ce que c'est l'initiation, justement, d'un particulier... Parce que des gens du Nord et du Sud avaient travaillé ensemble, ils représentaient une force de lobbying suffisant pour, quelque part, il y ait un début de régulation. Le fait qu'il ait pu interdire le poulet en contrevenant aux règles sacro-saintes du commerce libre et non faussé a été un progrès pour les gens. Ça a peut-être gagné beaucoup de vies. Mais justement, en parlant du Cameroun, en parlant justement de l'Afrique, est-ce que vous avez pu travailler avec des pays africains, des autres pays, justement, pour transitionner, justement, parce qu'on a aussi un invité. Oui, pour bien vous, sûr. par exemple, vous avez travaillé Alors, lui, c'est l'exemple type avec qui on travaille. Il a sa propre organisation. Il essaie de promouvoir une agriculture propre, enfin, bien pour la consommation. Les idées que l'on défend en France, beaucoup de militants du commerce équitable, il y a début, hein, ont fondé des AMAP en étant de ce courant de faire penser, disons, la consommation, je ne dis pas qu'on peut faire tout en même temps, hein, mais en tout cas, quand c'est possible, il est bon qu'on mange un peu plus sainement, c'est bon pour la terre. Quand on peut aider un paysan à passer à l'agroforesterie, on sait qu'on va améliorer la qualité de la terre pour les générations futures. Vous voyez bien qu'il y a une interprétation. En fait, le commerce équitable, c'est un outil pour que collectivement, nous-mêmes, le citoyen, puisse participer à l'organisation de façon directe, sans attendre les gouvernements qui, eux, sont obligés, pour pouvoir agir, d'attendre qu'il y ait une opinion favorable. Donc, on est en amont de cette opinion favorable. Et puis, on espère que si on convainc, eh ben, derrière, ça lui suffira. Et sans international, il y a bien l'OIT. Mais l'OIT n'a pas de troupes derrière pour faire habiter des règlements, de la simple politesse et de la simple respect humain. Du coup, on a un commerce international, je vous dis, qui, quelque part, tue bien plus que beaucoup de guerres. D'accord. On sait, par exemple, la profession où il y a le plus de gens qui meurent de faim, c'est les paysans. Parce que les paysans sont au début de la chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et donc, c'est eux qui subissent la pression la plus forte des pays développés. Et c'est là où on a le plus de morts. Et ça,
ça vaut bien toutes les guerres que l'on voit par-ci, par-là. Oui, d'accord. Donc, ma dernière question avec vous, Monsieur Vanov, c'est est-ce que ce J'ai concept... oublié de dire tout à l'heure, hein, Oui, important, mairie du 10e, c'est le 28, il y a deux parties. Il y a un petit marché pour mettre en avant les acteurs, pour qu'on comprenne ce que chacun invente, parce que c'est beaucoup d'innovation, hein, commerce oui, digital. Et puis la deuxième partie, c'est une conférence, là pour le coup, pour montrer les 50 ans, et on montre en fait, ce que je viens de dire tout à l'heure, oui, l'évolution, au moins de l'association parisienne, c'est pas la seule, hein, mais qui a été obligée d'évoluer, parce qu'on avait, c'est un peu plus compliqué en région parisienne, le modèle classique, oui, donc on est obligé d'évoluer, et donc actuellement, Artisans du Monde Paris, majoritairement formés de bénévoles et au niveau des instances de direction, également d'Africains, parce que quelque part, ce slogan, faire des gens du Nord qui veulent aider les gens du Sud, c'est pas efficace sur le plan comment dire, représentativité. Ça peut poser des questions. Et donc, bien on sûr. fait ensemble, petit à petit, on travaille sur les problèmes culturels et on finit par on pense pouvoir créer des systèmes qui sont duplicables dans l'intérêt général. Alors, là, vous parlez justement du programme qui va se passer là pour les 50 ans. Donc, ma dernière question, c'est la conférence, quel est le sujet qui va aborder Ah ben, je vous dis tout de sur suite, le on va parler commerce de l'histoire un peu légèrement en de cette général? évolution du commerce équitable et de cette évolution d'Artisans du Monde de Paris. Et puis, on finira par expliquer ce que j'ai voulu dire tout à l'heure globalement, Oui, tout ce qui tourne autour de ça. Pourquoi faire... c'est pas moi qui vais parler, hein, bien c'est sûr. différents acteurs. Mais On vous êtes a aussi en particulier le conférencier. président du Forum qui représente un peu les diasporas. Oui, Donc c'est un enjeu important. Les diasporas en France sont un acteur très important de ces rapports Nord-Sud. Très important. Le reste, c'est... Il y a beaucoup de sous-entendus sur le reste. Là, on sait, c'est des acteurs qui font des choses. Après, il y aura quelqu'un qui est la vice-présidente de l'association qui va présenter notre évolution, comment on s'est organisé. Il va y avoir notre ami de Terre Afrique qui va montrer un cas concret dans ces temps où comment il s'est organisé concrètement. Il est beaucoup plus concret parce qu'il le fait réellement et il va terminer, il va faire tout ça. Et puis, on a un invité surpris. Alors, on a bien sûr le bien secrétaire sûr. général Ouais. de la fédération, très important pour nous, parce qu'il faut, quand on a des idées, qu'on veut les pousser, il faut le faire dans un cadre, parce que c'est important de ne pas être seul, tout seul, on peut se tromper. Ouais. Donc il faut toujours maintenir un dialogue avec le reste des autres associations qui n'ont pas encore pris ces chemins-là. Et puis j'ai la chance d'avoir un professeur de philosophie qui va entendre tout ça et qui va en tirer quelque chose d'intéressant. Ça, je laisse la surprise parce qu'il m'a écrit un texte, je ne vous dis pas. Donc, bon, merci beaucoup, Monsieur Vanhomme. Et pour la question, en fait, c'était que vous avez posée par rapport à à la conférence. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Terre Afrique. Donc, quelqu'un qu'on a invité ici sur le plateau, qui est en ligne, Monsieur Théophile Yonga. On a l'honneur justement de l'écouter. Il va se présenter lui-même et aussi dire les activités et qu'est-ce qu'il a créé aussi et pourquoi il est dedans. À vous, Monsieur Théophile, comment vous allez? Je vais très bien. Ah, d'accord. En tout cas, on a l'honneur de vous avoir sur le plateau en ligne. Merci pour vos disponibilités. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vous remercie pour l'invitation. Et ce que je peux vous dire d'ailleurs, je remercie Jean-Paul Vanov qui a bien balayé le champ du commerce équitable et qui a bien pris le temps d'expliquer les origines et la projection qui va avoir lieu. Pour ce qui nous concerne, en tout cas pour ce qui me concerne, Théophile Yonga, avec plusieurs acteurs de la solidarité internationale, Oui, nous avons, voici maintenant 10 ans, réfléchi sur une façon différente de travailler les projets de solidarité. d'accord. Et ce qui nous a amené du coup à lancer une dynamique interacteur sur les différents pays où nous avions des versions de
de solidarité internationale. D'accord. Et donc, les acteurs de terrain nous ont accueillis bras ouverts. On a pu travailler avec eux sur comment on met en commun, en intelligence collective, les projets à déployer. Donc, dans l'idée, c'était de voir comment on redonne à la Terre tous ses droits et Mm. comment on lui ramène à la Terre tous les jeunes qui s'en sont détachés et qui sont partis des zones rurales et par quel biais on y arrive. Donc, on a Mm. commencé en 2018 à mettre en place un séminaire international réunissant les 12 pays où nous avons des acteurs de terrain pour réfléchir ensemble sur le bien-être de l'agriculteur subsaharien. Donc, on l'a fait en Guinée, à Conakry, Oui, à Farana, hein, oui, c'est dans l'intérieur du pays, oui, à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire. On a regroupé tous les ONG, les institutions locales, les acteurs de terrain, des producteurs, pour réfléchir à comment faire, quel levier pour ramener les jeunes vers la terre et du coup, par là, et trouver oui, des leviers d'émancipation et d'épanouissement oui, financier pour eux. Donc voilà, à l'issue de ce temps-là, s'est mis en place un programme que nous avons mis oui, en pilote sur 4 pays. Il s'agissait de regrouper des personnes, des jeunes qui veulent retourner à la terre, oui, et puis de mettre en place par une polyculture sur une taille familiale, par binôme ou par trinôme, oui, des méthodes de culture, les relier ainsi aux enjeux de biodiversité que nous avons en Afrique en ce moment. Et oui, puis, petit à petit, étape par étape, arriver à trouver des réponses aux questions que se pose la production de saine et durable d'une alimentation qui est propice à la santé. Donc voilà, en gros, il faut dire que Terre Afrique fonctionne, c'est une dynamique qui oui, travaille sur 12 pays et qui se met aux côtés des acteurs déjà mobilisés sur le terrain, sur diverses thématiques, oui, avec pour première axe de travail l'éducation à la citoyenneté. Et quand on ne oui, sait pas, on fait mal. oui, Il est difficile d'évoluer ou de faire évoluer ces pratiques quand on n'est pas au courant des enjeux. Donc, dans oui, l'idée, c'est de connecter les acteurs de terrain aux enjeux auxquels ils sont confrontés au niveau local, mais qui oui, sont aussi au niveau global, font partie des réflexions. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les leviers que nous utilisons sur le terrain, c'est des projections débats, c'est des tables rondes, c'est des webinaires, c'est oui, des échanges entre eux, entre experts ou entre acteurs de terrain. Ça, c'est le premier axe de travail de oui, Terre Afrique. Le deuxième axe de travail, c'est évidemment de se mettre aux côtés des porteurs de projets mm, avec un dispositif que nous avons monté en interne sur une ingénierie projet oui, pour amener les idées projets que les acteurs ont sur le terrain vers des actions réalisables et éventuellement en faire des activités génératrices de revenus. Ça, c'est oui, le deuxième axe, l'appui aux porteurs de projets. oui, Et le troisième axe de travail, c'est la captation de la parole citoyenne et le fait, dans des conférences ouvertes, de oui, faire travailler les acteurs sur le terrain divers et variés sur des sujets qui nous préoccupent. On va oui, prendre un exemple concret. On a travaillé par exemple sur oui, le lexique, par exemple, le lexique de la coopération internationale. Souvent, c'est difficile à comprendre les mots qui sont utilisés, les sigles et tout. oui, On a demandé donc aux Africains des 12 pays, alors quels sont les mots qui sont souvent utilisés dans l'interaction avec l'Occident et qui posent un problème. oui, Et là, ça nous a permis de trouver avec des partenaires au Québec, des partenaires en Belgique, des partenaires en France, oui, pour travailler ensemble sur un lexique de la coopération mm, internationale. Ça nous a donné la possibilité, nous, en tant que plateforme, de prendre la compréhension des termes que nous utilisons souvent dans l'interrelation et de discuter sur les sujets, puis de présenter les sujets qui existent, comment on l'entend et ce vers quoi on tend à faire progresser ces mots-là. oui, Et bien là, il y a un lexique qui existe aujourd'hui et qui a été travaillé avec Sumé. Donc voilà ce que nous faisons sur le terrain oui, en Afrique sur plusieurs pays. Voilà, donc après, pour relier le travail, mon propos oui, à la thématique du jour, c'est-à-dire le commerce équitable, eh bien, une fois que nous avons accompagné sur les pilotes la production d'une alimentation saine, oui, mais il est question de trouver des marchés,
sur lesquelles, des zones de consommation sur lesquelles les producteurs peuvent écouler leurs produits. Oui, Par exemple, lorsqu'on a pris en main un groupe d'apiculteurs à Blita, au Togo, ou lorsqu'on les a pris à Banjul, au Cameroun, oui, ou encore à Afia, en Guinée, et bien, oui, lorsqu'on a fait qu'ils évoluent leur pratique, de passer à une cueillette qui les amenait à brûler les abeilles et oui, même perdre les arbres derrière, ce qui était nocif pour l'environnement, lorsqu'on fait progresser leur pratique vers quelque chose de durable, eh bien, oui, ils y gagnent en qualité de produit, en quantité de produits et également en qualité de vie. oui, Mais la qualité de vie est fonction de ce qu'ils peuvent vendre. oui, Et c'est là où intervient le commerce équitable. Et c'est pour d'accord. ça que l'idée qu'a Artisans du Monde Paris d'intégrer en son sein des personnes issues ou venant des Oui, continents qui produisent, et où il y a plein de petits producteurs, l'Asie, oui, l'Afrique, l'Amérique latine, mais beaucoup l'Afrique en ce moment, oui, puisque c'est le territoire que je connais le plus, et bien de les intégrer dans la réflexion amont de oui, comment on met en filière les produits qui sont faits, qui sont issus donc, de cette agriculture familiale, oui, qui respecte l'environnement, qui respecte la biodiversité et le vivant autour. mm, Eh bien, cette idée qu'a pris Artisan du Monde Paris, ça nous convenait complètement. C'est pour ça que nous œuvrons fortement en son sein pour que l'ensemble des personnes qui accompagnent des petits producteurs en Afrique et partout oui, ailleurs puissent déjà introduire ces produits par petits bouts et par certification in fine sur des oui. champs sur lesquels ils peuvent trouver clients. Je finirai par dire, et puis je vais voir si jamais vous avez des choses à relancer sur la question, de dire que finalement, Oui, l'idée, c'est d'arriver à installer oui, dans tous les pays africains, dans tous les pays sud-américains et dans tous les pays asiatiques, ce qu'on appelle le Sud global, oui, eh bien, c'est d'installer l'idée que même quand on achète sur place, qu'on est consommateur local, on doit acheter au juste prix. On est tellement habitué à trouver des choses qui viennent d'ailleurs. oui, Lorsqu'on est à Douala, à Bamako ou peut-être un peu moins à Bamako, mais quoique, à Lomé ou dans d'autres grandes oui, capitales des Suds, on est très habitué à acheter des choses venues d'ailleurs que finalement le petit producteur à côté, il ne trouve pas client et quand il en trouve un, c'est au prix bas. Et donc, l'idée, c'est de dire, le commerce équitable, c'est pas que du nord vers le sud, il y a l'argent, et du sud, il y a la production et des produits qui montent. Non, non. C'est en fait, en France, on produit oui, équitablement, on vend au juste prix. Eh bien, en Afrique, c'est pareil. On produit équitablement, on vend au juste prix. Et entre les deux, il y a la régulation que nous devons pousser. oui, C'est-à-dire qu'il y ait pas de versement sans douane et fortement subventionné de produits qui détruisent la production locale. Donc, nous en oui. sommes là dans nos réflexions à la fois au sein de Terre Afrique, mais aussi au sein d'Artisans du Monde pour faire avancer cette idée. Alors, ma dernière question, parce qu'il nous reste Mhm. moins de 7 minutes, 5 minutes. Euh, Est-ce que Mais ce c'est le souhait. concept, justement, de développer pour les artisans du monde a été euh, partagé dans les espaces scolaires? Oui, alors, en ce moment, c'est bien que vous posiez la question de cette manière-là, puisque je vous ai dit que le premier axe de travail que nous avons, c'est éduquer la citoyenneté, sensibiliser, porter des plaidoyers. Oui, Au moment où je vous parle, nous sommes sur 2 semaines de manifestations de par 12 pays d'Afrique et toute la France entière oui, sur un festival d'éducation qui s'appelle Festisol, le Festival des Solidarités. Depuis d'accord, 25 ans, ce festival réunit tous les acteurs militants qui se battent à longueur d'année sur des causes diverses et variées et d'accord, leur permettent ainsi pendant 2 semaines de se tourner vers le grand public et avec des outils de l'éducation populaire, les amener à comprendre de quoi il est question et peut-être se mobiliser. Eh bien, Terre Afrique prend sa part. Et sur tous les pays où nous sommes impliqués, eh bien, on intervient dans les collèges, dans les oui, lycées, dans les établissements. Là, cet après-midi, je suis intervenu à l'école Polytech de Douala, où la thématique oui, était pour les énergies vertes, les villes intelligentes et comment on fait rejoindre tout ça avec la charge climatique oui, et les besoins d'alimentation et de production alimentaire. Donc là, je suis intervenu là-bas pour porter toujours cette parole de dire, d'accord, en fin de compte, la parole de l'ingénieur, la recherche de solutions doit se questionner aussi à l'aune
de son importance par rapport à l'environnement et par rapport à la pression climatique ou même l'effondrement du vivant. Et donc, Terre Afrique, aux côtés d'Artisans du Monde, vient d'animer à Paris 11e et Paris 14e des temps de projection de films autour du commerce équitable avec des échanges et même un atelier de filialisation produits. Et au moment où je vous parle, des animations sont au Togo, en Guinée, et aujourd'hui, c'était un regard croisé Cameroun-France sur les questions d'extractivisme et leur impact sur la production alimentaire et sur les déplacements de population en Guinée. Et au Cameroun, dans 8 des 10 régions se tiennent de nombreuses animations. Et ces animations pouvaient être retrouvées sur le site www.festivaldesolidarités.org. Et vous tapez un pays, vous avez tout ce qui est fait dans ce sens-là. Et pour notre part, à nous, Terre Afrique, nous intervenons dans les collèges, les écoles, les lycées, dans tous ces endroits-là. Donc l'idée, c'est de mobiliser le maximum d'acteurs qui ont bien compris les enjeux et réunir tout ce beau monde devant un film qui explique les choses et puis un échange derrière. Et c'est ainsi qu'on peut amener et de l'information et de la mobilisation autour du sujet. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez des événements à venir, des dates qui célébreront Terre Afrique avec bien sûr en collaboration avec justement ici en France? Est-ce que vous Oui, avez... en France. Alors, on a des dates en France. La première de toutes, eh bien, le 28 novembre déjà, parce que on a Jean-Paul sur le plateau. Eh bien, le 28 novembre, il va y avoir ces 50 ans qui vont être fêtés à la mairie du 10e arrondissement de Paris. À partir de 14h30, il y a la foire aux innovations. Puis vers 17h30, il y aura une conférence qui reviendra sur la vision que porte aujourd'hui Artisans du Monde. Ça, il y a cet événement-là. On en a parlé, mais j'en reparle parce avec que M. Von j'enregistrerai moi aussi avec Terre Afrique. Mais par ailleurs, en France, cet après-midi, on vient de faire un temps d'animation sur le marché de Cugnot. C'est une petite ville, une petite commune à côté de Toulouse. Le 29 novembre, juste le lendemain du 28, là où nous serons à Paris, eh bien, j'anime une projection ici en direction des jeunes et des animateurs de jeunes à la Maison des associations de Toulouse, à Ampalo. Donc, si vous avez des auditeurs et des téléspectateurs sur Toulouse et environ, ils peuvent venir le 29 novembre à la Maison des associations. Ça se trouve à Ampalo, c'est le métro. Et on pourra ainsi sensibiliser. Le lendemain, le 30 novembre, nous mettons en place un temps d'atelier et formation sur justement comment on fait évoluer un projet produit pour l'amener vers la filialisation. C'est ça. Et on l'a fait aussi dans plusieurs autres endroits. C'est pour tout public? Oui, là, c'est tout public pour le 30. Le 30, c'est tout public. Que vous soyez porteur de projet ou pas, eh bien, vous pouvez venir à la formation. Voilà, il y aura de quoi apprendre des choses sur comment on gère un cheminement projet. Et si on veut le porter au sein d'une association, qu'est-ce que c'est qu'une association? C'est quoi la gouvernance? Ce sont des formations qui se tiennent sur 2 jours, donc le samedi 30 et le samedi 7 décembre. Samedi 30 7 novembre décembre. et 7 décembre. À chaque fois à 10 heures. D'accord. Alors, retenez bien ces dates-là qui vont commémorer justement ces événements pour justement sensibiliser et promouvoir le commerce équitable pour Afrique, Terre Afrique et le commerce équitable, les artisans de paix. Donc, je remercie nos invités, M. Yanga Théophile et M. Van Hove, excusez-moi, Jean-Paul, d'être venus sur le plateau pour pouvoir vous exprimer et aussi promouvoir justement ces beaux événements, ces titres justement qui sont importants pour la jeunesse à venir. Donc pour terminer, M. Yanga Théophile a choisi justement une artiste malienne qui vient justement, on dit chez nous, c'est le pays du soleil. Pour terminer en beauté, parce que c'est une artiste qui promouvoit la terre de ses origines. Et aussi, retenez aussi, s'il vous plaît, retenez les dates
pour promouvoir le commerce équitable. Terre d'Afrique et aussi les artisans de paix à Paris. Donc, Oui, les artisans du monde. les artisans, oui, Les les artisans du monde. Et pour artisans parler, du je monde. précise, c'est le 28 Oui, novembre. Faut pas se le tromper. 28 novembre et le 29 novembre à Toulouse et le 28 sur Paris. À Paris, mairie du Mairie 10e. du 10e. En tout cas, on lance justement l'artiste malienne au nom de Monsieur Yanga. L'émission Le bien-être se termine sur le commerce équitable. Donc, je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, et aussi mes invités d'honneur, M. Vanom et M. Yanga, pour l'émission aujourd'hui. Au revoir.